Alors, on va essayer de corriger ici donc l'étude numéro 3 sur les lames parallèles. Donc, on avait donc en cours d'SVT le microscope indispensable, dont la situation est la suivante. Donc, on a une lame de verre, de l'air au-dessus et en dessous. Et donc ici, donc, on a représenté un rayon de lumière, donc un faisceau lumineux qui serait incident avec un angle de 20,2 degrés. On sait que l'indice du verre vaut 1,53. Tout en bas de page, dans les informations, c'est que l'air, ça vaut 1,00 pour son indice, c'est-à-dire c'est la caractéristique qui lui permet donc de dévier de la lumière. Donc, dans cette étude, on va traiter les questions une par une et compléter le schéma global au fur et à mesure. Alors, déterminer l'angle de réfraction R1 dans le verre. Première chose à faire, c'est le schéma de la situation. Donc, on a une séparation entre l'air et le verre. On sait que, normalement, un rayon incident, alors on va le faire de manière très schématique, en espérant que vous le ferez de manière plus précise à la règle. Si ce rayon est incident de cette manière-ci, il y a toujours au point de contact ce qu'on appelle une normale, c'est-à-dire une droite de construction mathématique, elle ne sert uniquement qu'à ça, qui permet de référencer les angles dedans. Donc cet angle, c'est celui de référence. On sait que ici, c'est l'angle I pour 20,2 degrés. Donc nous, on cherche l'angle réfracté, c'est-à-dire qu'on va utiliser la loi de Descartes qui nous dit que voilà, normalement, ce qu'on aurait attendu, c'est que le rayon traverse le milieu en ligne droite. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. On observe que la lumière prend un chemin différent. Hop, elle va prendre ce chemin-là. Et donc elle trace via la normale ce qu'on appelle un angle R1, puisqu'on est sur le premier angle ici, qui est donc l'angle réfracté. Le seul moyen donc de le trouver, c'est utiliser donc la loi de Descartes, ou la loi de Snell-Descartes. La loi générale, c'est-à-dire que sinus I1 fois le milieu numéro 1 est égal à N2 multiplié par sinus R, donc 2, par rapport donc au milieu numéro 2. Nous, on remplace maintenant par nos valeurs. C'est-à-dire qu'on était d'abord donc dans l'air, on a envoyé ça avec l'angle I, ensuite on est passé dans le milieu 2 qui est donc du verre, et on le multiplie par le sinus R1 que nous on recherche. Il faut essayer d'aller le plus loin possible avec le calcul littéral, c'est-à-dire sans les valeurs. Donc on va chercher à isoler, nous, cette chose ici, alors je l'ai mise en verte, ce terme-là. Donc tout ce qui est devant, en multiplication me dérange, je le passe de l'autre côté à la division. Donc on va avoir NR fois sinus I, divisé par N du verre. Mais ce calcul, il me donne simplement sinus de R1. Le seul moyen de passer à la valeur R1, donc d'avoir une valeur chiffrée de l'angle, c'est d'utiliser une fonction mathématique. Et la fonction mathématique sur la calculatrice, c'est arcsinus, ou celle qui s'écrit sinus moins 1. Donc, on fait nos calculs. Donc, on va rentrer nos valeurs. Donc, on sait que sinus de l'air, donc n de l'air, c'est 1,00. Tu multiplies sinus de i, donc on était à 20,2, divisé par le n du verre, donc on nous donne 1,53 dans l'énoncé. Donc on tombe à 0,23 à peu près. Et ça, c'est la valeur sinus. Donc si on fait arcsinus, donc sinus moins 1, de la valeur antérieure, on va retrouver un angle R1 qui vaut à peu près, on va arrondir, à 13,04 degrés. On appelle I2 l'angle d'incidence sous lequel arrive le rayon sur la face numéro 2 de la lame de verre. Donc, on va poursuivre le schéma. On a le rayon comme ceci. On avait notre première normale. Donc, notre rayon vert à l'intérieur, ici. Lui aussi, maintenant, vu qu'il touche une nouvelle surface, il est pourvu donc d'une normale, forcément, puisque j'ai une construction, je change d'interface. Et quand il arrive de ce côté-ci, eh bien, en fait, il va avoir donc, comme schéma de situation, hop, il va encore être dévié, puisqu'il repart dans l'air. On avait un angle incident, hop, ici. Donc on avait de l'air, du verre et de l'air. Donc nous, notre travail ici, maintenant, c'est de déterminer, donc sur le schéma,
les propriétés géométriques qui permettraient donc de trouver l'angle I2. Non, I2, c'est l'angle d'incidence, c'est-à-dire c'est l'angle que j'ai trouvé ici, via la normale. Eh bien, nous on a calculé juste avant R1, cet angle-là. En mathématiques, on appelle ça les angles alternes internes. Donc, si on a des angles qui sont alternes internes, eh bien ça veut dire que, mathématiquement, la question 3, R1 égale I2. Et donc I2 est égal à 13,04. D'où maintenant, on cherche du coup à déterminer l'angle de réfraction R2 qui va émerger. Alors sur le schéma qu'on vient de faire, R2, ça correspond à cet angle ici. Et donc si ça c'est notre angle R2 que nous recherchons, on applique encore une fois donc la loi de Descartes. Alors ici on ne va pas se tromper, c'est qu'on commence par le vert, n du vert, multiplié par le sinus d'incidence, donc c'est-à-dire I2, égale, on passe dans l'air, donc n de l'air, qui multiplie le sinus R2 de la réfraction. On se retrouve donc dans la même situation que tout à l'heure, sauf qu'ici on a les indices qui s'inversent, donc en passant à la division de n de l'air, on va avoir sinus de I2, on fera le calcul de sinus de I2, de manière ensuite à passer aussi, lui aussi, à sinus moins 1, et normalement, si on fait correctement bien les choses, on trouve un angle I2 avec l'arrondi qui vaut 20,2 degrés. Compléter la situation, eh bien, on l'a fait directement sur la question 2, donc là ici, hop, ça vaut la question 5 en même temps, et comparer les directions du rayon incident et du rayon émergent, eh bien, initialement, j'avais un angle ici qui valait I 20,2, et il ressort ici avec un angle R2 qui vaut 20,2. Autrement dit, même si j'ai mis une lame mince, et peu importe son épaisseur, eh bien en fait, il n'y a pas de déviation de la lumière. Donc en fait, on voit sans déviation. L'angle qui ressort R2 est le même que l'angle d'incidence sur la lame. Alors maintenant, on va essayer donc de travailler sur la fiche numéro 2 biais optique, à savoir donc sur l'œil. Donc on va quitter les lois de Snell-Descartes, même si finalement on pourrait les réutiliser à l'intérieur. On va plutôt ici donc s'intéresser au système avec la lentille et la notion donc de vergence et de distance focale. Donc la partie transparente de l'œil peut être modélisée donc par une lentille mince convergente qui forme de l'image sur un écran qu'on appelle la rétine. Donc la distance lentille-rétine est fixe de valeur 25 mm. Donc ce que j'invite à faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a des distances, de commencer donc à les traduire en mètres, puisque c'est le système international. Vu qu'on est à système milli, donc c'est-à-dire qu'on est à 25 10 puissance moins 3 mètres. Donc ça, c'est la distance lentille-rétine. De ce fait, pour avoir une vision nette, quelle que soit la position de l'objet, la distance focale de la lentille doit varier, ce qu'on appelle l'accommodation. La rétine est tapissée dans de cellules sensibles qui sont de l'ordre du grandeur de 4 micromètres. Donc 4 micromètres, donc on est 6 chiffres derrière. Donc ça, c'est la taille, donc on pourrait dire que c'est la longueur d'une cellule qui capterait en fait une image. Pour voir à l'œil nu le plus distinctement possible, il faut le placer à 25 cm de notre œil normal. Donc ça, c'est la distance qui est avant l'œil. Si l'objet est trop petit, son image ne sera pas détectée et ne sera détectée que par une seule cellule de la rétine et apparaît alors comme un point. Proposer un schéma du modèle de l'œil. Alors on sait que le modèle de l'œil, en traçant un axe optique, comme celui-ci, c'est-à-dire qui va donner la direction de propagation de la lumière, on a besoin donc d'une lentille convergente qui symbolisera finalement ce qu'on appelle le cristallin, et on a besoin donc d'un écran qui va symboliser la rétine. Plaçons l'objet à 25 cm devant l'œil. Eh bien, si on cherche donc à 25 cm devant, l'objet, ce qu'on regarde, on le symbolise par A, B, l'objet qu'on regarde. Point O, qui symboliserait donc le centre de la lentille. Construire l'image obtenue par la lentille.
Donc ce qui va nous manquer dessus maintenant, c'est de placer ce qu'on appelle donc les foyers images et foyers objets. Donc la distance lentille 25 mm, donc si j'avais un point F' ici, un foyer image, que j'avais un foyer objet F ici, on sait que la construction nécessite 3 rayons. Dans les 3 rayons, c'est donc celui qui ne passerait par 0 qui ne serait pas dévié. On aurait besoin d'un rayon qui est toujours parallèle à l'axe optique au départ et qui ensuite utilise le passage par le foyer image F'. Et il nous faut un 3e rayon pour être sûr et certain de ne pas être trompé, que le point B, son image, passerait par le foyer objet et ressortirait parallèle, via les propriétés optiques, en un point. Et donc, effectivement, on récupère sur la rétine, hop, ici, B', A', qui serait donc l'image renversée de l'objet regardé. Déterminer la position du foyer image. Eh bien, puisqu'on regarde donc cet objet-là, donc pour un objet qui serait vu relativement proche de la lentille, le foyer image se trouve entre donc la lentille et l'écran, donc entre le cristallin et la rétine. En revanche, si j'ai un objet qui est à l'infini, c'est-à-dire qui va se trouver très très loin, alors le foyer image F' va reculer puisque l'œil va être détendu, il ne va pas accommoder du tout, et donc il sera à hauteur de la rétine. Trouver la dimension maximale d'une image sur la rétine pour qu'elle soit vue comme un simple point. On a dit tout à l'heure dans l'exercice que si l'objet est trop petit, son image ne sera pas détectée, et donc ne sera détectée que par une seule cellule, et apparaîtra comme un point. Donc, si on se trouve donc à 25 cm de l'œil, qu'on est donc à 25 mm à l'intérieur, que la rétine est tapissée de cellules de l'ordre de 4 micromètres, eh bien la dimension de l'image, c'est-à-dire la taille de A', B', vaut approximativement 4 micromètres. Déterminer donc la vergence du cristallin. On sait que la vergence du cristallin, c'est la relation 1 sur F'. Donc 1 sur F', c'est donc la distance 1 sur les 25 10-3 de tout à l'heure. Ce qui amène donc un résultat qui vaut 40. Et l'unité de la vergence, ça s'écrit delta pour dioptrie. Ensuite, une lentille dont l'axe optique est dirigé vers le soleil donne sur un écran une tache quasi ponctuelle très lumineuse lorsque l'écran et la lentille sont espacés de 10 cm. Donc si on fait un schéma très rapide d'axe optique, on a une lentille, un écran, l'espace ici vaut 10 cm, et on a le soleil très très loin, tac tac tac, qui envoie de la lumière. Donc, tous les rayons de lumière qui sont envoyés finissent en un seul point sur la lentille, sur l'écran, parce que tous les rayons qui sont parallèles venant de l'infini ont pour définition sur lentille convergente de converger en un point, et ce point, c'est ce que demande la question 1, c'est ce qu'on appelle le foyer image F', la focale image. Déterminer donc cette distance focale F'. Eh bien, puisque cette distance focale doit exister, et que c'est le croisement de tous les points, et qu'on nous dit effectivement que tous les rayons convergent en un seul point, on s'aperçoit effectivement que si on appelle au centre de la lentille, que le point du coup de convergence est donc F', eh bien OF', c'est le petit f' que nous cherchons, et c'est la distance qu'on a tracée donc ici, donc les 10 cm, soit 10, 10 moins 2 mètres. Ce qu'on veut maintenant, c'est déterminer la vergence de la lentille. Chaque fois qu'on a une vergence, c'est la lettre C. On est donc tenu de faire la relation 1 sur F'. Donc, à la relation de 1 sur F', on va donc avoir la relation 10. Et comme le résultat se fait en dioptrie, delta, on a donc un résultat qui vaut 10 dioptries.
Dans l'exercice 3, on cherche plutôt à faire ce qu'on nous on observait dans le TP. Alors en fait, les questions vont s'enchaîner via le schéma. On avait un schéma optique, un centre optique de lentilles, basé sur un axe optique, donc, pour une lentille, hop, comme ici, une lentille convergente. Donc, avec les informations suivantes. On a O, F, et donc on sait que de l'autre côté, par symétrie, on a donc F', car F, c'est ce qu'on appelle le foyer objet. F', c'est le foyer image. Et en fait, une lentille n'a pas de sens de montage. On pourrait très bien l'avoir des deux côtés, puisqu'en fait, elle est parfaitement symétrique. Donc, si j'ai F, je connais F'. On connaît donc cette distance, qui va donc valoir 6 cm. On sait qu'on a bien plus loin, donc à peu près de 3 distances. Hop. Ici, à peu près. Alors vous, en espérant que vous le fassiez correctement, à la règle avec les bonnes unités. Donc on a OA, 18 cm, qui sera donc la position de l'objet que l'on regarde. Et l'objet que l'on regarde, il vaut AB, comme ceci. Et AB, donc, sa distance, sa dimension, elle vaut 0,5 cm. Donc ça correspond à la lettre D que nous on avait en TP pour essayer donc d'observer sur l'écran une lettre totalement renversée. Sans oublier que ça c'est perpendiculaire. On va donc construire l'image A'B'. L'image A'B' se fait avec les trois rayons. Alors les trois rayons, c'est toujours de prendre que l'image de B, le rayon qui est issu de B qui passerait par O n'est pas dévié, que le deuxième rayon qui serait parallèle à l'axe optique, dès qu'il touche la lentille, il est obligé de passer par le foyer image F'. Et enfin un troisième rayon qui nous dit que normalement, un rayon qui part de B, qui passerait par le foyer objet, lorsqu'il ressort, il est obligé de ressortir parallèle. On vous fait un truc un peu plus propre que ce que je fais. Du coup, on a donc une image qui se forme ici avec le croisement, donc ça c'est le B', et l'intersection sur l'axe optique sont projetés, c'est le A'. Détermine la distance donc OA', donc du coup ça se mesure à la règle, et la longueur A'B', pareil, ça se mesure à la règle. Donc, je ne vais pas avoir la prétention de le faire correctement, puisque j'ai déjà très peu respecté les distances, surtout les 18 cm, et encore moins les 6. Par contre, on va présenter les calculs, et ça sera à vous donc d'établir les valeurs. On demande donc d'exprimer, de calculer le grandissement. Gamma. Alors ça, c'est un gamma, c'est une lettre grecque, qui symbolise de combien de fois est-ce que j'ai agrandi ou diminué la taille de l'image pour obtenir la taille de l'objet pour obtenir l'image. La relation, c'est de dire que gamma, c'est A'B' divisé par AB. Donc, connaissant la taille de A'B' mesurée, que vous connaissez la taille de AB, vous obtenez un gamma. Si le gamma est supérieur à 1, eh bien en fait, c'est parce qu'on a agrandi l'image. Si vous obtenez un gamma qui est plus petit que 1, on a diminué donc l'image, et du coup, on devrait s'apercevoir si effectivement l'image qu'on récupère est bien plus petite ou bien plus grande. Calculer la vergence C. Eh bien, la vergence, c'est toujours le même calcul. La vergence C, c'est le calcul de 1 sur F', et le fameux F', c'est la distance qu'on retrouve juste ici. Cette distance-là, ça, c'est F'. Comme on connaît les 6 cm, donc on a 1 divisé par 6, 10 moins 2, puisque toutes les dimensions doivent se mettre en mètres. Et donc, à l'application, on va avoir une vergence de 6,7 à peu près dioptries. Dernier exercice donc par rapport au montage optique sur la dioptrie. Une seule information dans le sujet, on nous dit que on va s'intéresser donc à la distance entre un objet AB regardé, donc via la propagation de lumière selon l'axe optique, qui se trouve à une distance de 6 cm d'une lentille. Donc là, on a 6 cm d'une lentille convergente. La distance entre la lentille et l'écran vaut 34 cm. Donc un objet
qui va donc avoir une image très très lointaine. Donc ça, 34 cm. Donc l'image, elle est quelque part par ici, normalement retournée. Donc on a B' et on a le A' qui est là. Point haut, centre de la lentille. Calculer le grandissement gamma. Alors notre souci, c'est que le gamma que nous avons vu pour l'instant, c'est la relation de A'B' divisé par AB. Et on n'a pas ces deux informations. En revanche, on va utiliser quelque chose qui est vu en mathématiques depuis la classe de collège. C'est donc la relation des triangles, donc avec les relations de Thalès. On a un premier triangle qui peut être tracé avec un des rayons optiques. Alors je garde la même couleur puisque c'est ce rayon-là qui va m'intéresser. Moyennant une énorme triche, moi sur mon schéma, c'est le rayon qui passe par B, qui passe par O, qui n'est pas dévié. Hop. Vraiment une énorme triche ici. J'ai donc un premier triangle qui se dessine. Ce triangle-là. Le triangle OAB. Et j'ai un deuxième triangle qui se trace, c'est le triangle OA'B'. Donc on a deux triangles, schématiquement, comme ceci, si j'enlève tout le décor. On peut aussi, du coup, y voir mathématiquement, dans les relations de Thalès, deux triangles qui possèdent un sommet commun, qui est le point O, donc avec A'B'. Et si je fais passer ce triangle-là de l'autre côté, par donc une symétrie centrale, j'aurai donc le point A qui tomberait là, et j'aurai le point B. Donc on se retrouve bien vraiment dans le cas typique, donc de relation de Thalès possible. On va déjà exprimer à l'intérieur donc de ces deux triangles, ou tout au moins avec ces triangles-là, donc la relation qui existe. On sait que ce sera donc la relation de OA sur OA', petit sur le grand, donc on aura donc OB sur OB', et on a donc AB sur A'B'. Alors nous on a besoin de A'B' sur AB, et bien ça veut dire que par rapport à la formule qu'on a ici, on va devoir tout retourner. Donc on aura donc OA' sur OA, OB' sur OB, et on va donc avoir A'B' sur AB. Car comme c'est une équation, ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Ça c'est la relation qu'on va devoir utiliser. Et ça tombe bien, c'est que dans toutes les informations, nous on connaît OA, on connaît OA', et on a besoin de calculer gamma. Et justement, le gamma, c'est toute la relation A'B' sur AB. Donc, lorsque je calcule le grandissement, j'ai le choix de dire que je fais A'B' sur AB, ou moyennant les triangles de construction, je dire que c'est OA' sur OA. Ces relations me sont connues, donc je sais que ça fait 34 cm divisé par OA qui en vaut 6. Donc l'avantage, c'est que centimètre par centimètre, les unités donc, vont s'enlever. Et donc j'ai un grandissement qui vaut à peu près 5,67. Et enfin la question 2, c'est quelle est la divergence C de la lentille? Donc c'est une question vraiment supplémentaire par rapport à ce qu'on fait sur la classe de seconde. On devrait utiliser une relation qu'on appelle de conjugaison, pour lesquelles on aurait donc cette relation ci, ou même qu'on pourrait avoir donc 1 sur OA moins 1 sur OA est égal à C. Alors moyennant donc les calculs et moyennant donc les informations, normalement, on devrait obtenir comme divergence C 19,6 dioptries. Mais encore une fois, cette question, j'aurais dû l'écrire correctement, en que c'était une question bonus supplémentaire par rapport au programme.